Pourquoi se rebeller pour du thé moins cher? Comment une manœuvre commerciale destinée à sauver une méga-corporation de la faillite a-t-elle pu allumer la mèche d'une révolution mondiale? L'histoire de l'indépendance américaine ne commence pas sur un champ de bataille, mais dans les livres de comptes d'une entreprise en perdition et sur les quais agités d'une ville portuaire nommée Boston. En l'an 1773, l'Empire britannique dominait le monde, mais sa plus grande fierté, la Compagnie britannique des Indes orientales, était au bord de l'effondrement. Des montagnes de thé invendus pourrissaient dans ces entrepôts londoniens, un monument à la mauvaise gestion et à la corruption. Le Parlement, dont de nombreux membres étaient actionnaires, a conçu un plan de sauvetage qui semblait génial. La loi sur le thé. L'idée était simple. Permettre à la compagnie de vendre son thé directement aux colonies américaines en contournant les intermédiaires et en réduisant considérablement le prix, même avec le maintien d'une petite taxe symbolique, la taxe Townshend. Sur le papier, c'était une offre que les colons ne pouvaient refuser. Du thé de haute qualité, moins cher que celui de contrebande hollandais qui inondait le marché. Mais Londres avait commis une erreur de calcul colossale. Elle avait sous-estimé la psychologie d'un peuple qui se considérait comme des Anglais libres et non comme des sujets de seconde zone. Le problème n'était pas l'argent, le problème était le principe. Cette petite taxe, aussi insignifiante soit-elle, était la manifestation d'un droit que les colons rejetaient avec véhémence, le droit du Parlement britannique de les taxer sans leur consentement, sans qu'ils aient de représentants élus à la Chambre des communes. C'était la continuation d'une lutte qui durait depuis près d'une décennie, depuis la loi sur le timbre de 1765. Chaque taxe était une nouvelle affirmation de la souveraineté parlementaire, chaque protestation une nouvelle affirmation du droit à l'autodétermination. De plus, la loi sur le thé créait un monopole de fait qui menaçait de ruiner les marchands locaux et les contrebandiers qui formaient l'épine dorsale de l'économie portuaire. À Boston, cette menace économique s'est alliée à l'indignation philosophique pour créer un cocktail explosif. La ville était déjà un foyer de radicalisme, un lieu où les mots liberté et tyrannie étaient sur toutes les lèvres. L'Empire pensait vendre du thé, mais en réalité, il exportait une confrontation. Au cœur de cette agitation se trouvait une organisation clandestine et redoutablement efficace, les Fils de la Liberté. Leur chef non officiel était un homme qui excellait dans l'art de la politique de l'ombre, un agitateur de génie nommé Samuel Adams. Adams n'était pas un orateur flamboyant, mais un maître de la propagande, un organisateur infatigable qui comprenait que le pouvoir politique ne résidait pas seulement dans les assemblées, mais aussi dans les tavernes, les chantiers navals et les rues. À ses côtés se trouvait John Hancock, l'un des hommes les plus riches des colonies, un marchand dont la fortune reposait en grande partie sur la contrebande, notamment celle du thé. Pour Hancock, la loi sur le thé n'était pas seulement une insulte à la liberté, c'était une menace directe pour son portefeuille. Leur alliance, entre l'idéologue radical et le capitaliste pragmatique, incarnait la double nature de la révolte naissante. Une lutte pour les droits et une guerre pour le contrôle des marchés. Ils transformèrent les tavernes de Boston, comme la taverne du Dragon Vert, en quartiers généraux de la sédition, tissant un réseau d'artisans, de commerçants et d'ouvriers unis par une méfiance commune envers le pouvoir lointain de Londres. L'homme chargé de faire respecter ce pouvoir à Boston était le gouverneur Thomas Hutchinson. Né dans la colonie, Hutchinson était un loyaliste convaincu, un homme qui croyait fermement en la loi et en l'ordre et en la suprématie du Parlement. Il voyait les agitateurs comme une foule égarée manipulée par des démagogues. Pour lui, le refus d'accepter le thé n'était pas un acte de principe, mais de sédition pure et simple. Il était déterminé à ne pas céder. Lorsque les premiers navires chargés du thé maudit approchèrent de Boston en novembre 1773, le Dartmouth, suivi de près par l'Eleanor et le Beaver, Hutchinson se retrouva pris dans un étau. La loi stipulait que les navires avaient 20 jours pour décharger leur cargaison et payer les droits de douane. Passé ce délai, la cargaison pouvait être saisie par les autorités. Les Fils de la Liberté, de leur côté, avaient juré que le thé ne toucherait jamais le sol de Boston. Ils organisèrent une garde citoyenne sur le quai de Griffin pour s'assurer que pas une seule caisse ne soit déchargée. Le compte à rebours avait commencé. La ville entière retenait son souffle. Des réunions publiques massives
rassemblant des milliers de citoyens, se tenait à la Old South Meeting House, le seul bâtiment assez grand pour contenir la ferveur populaire. La rhétorique devenait de plus en plus enflammée. On envoyait des messages à Hutchinson le suppliant de renvoyer les navires en Angleterre. Hutchinson refusait, se retranchant derrière la lettre de la loi. Il croyait que le temps jouait en sa faveur, que l'agitation finirait par s'essouffler. C'était une grave erreur d'appréciation. Il sous-estimait la détermination de ses adversaires et leur capacité d'organisation. Dans l'ombre, Samuel Adams et les autres leaders des Fils de la Liberté ne se contentaient pas de discourir. Ils planifiaient. Ils préparaient une réponse qui ne serait pas une simple protestation, mais une déclaration. Un acte de théâtre politique si audacieux, si spectaculaire, qu'il résonnerait à travers les 13 colonies et jusqu'aux oreilles du roi George III lui-même. La tension était palpable. Chaque jour qui passait augmentait la pression. Les capitaines des navires étaient des hommes pris en otage, incapables de partir, incapables de décharger. Les consignataires du thé, dont 2 des fils de Hutchinson avaient fui la ville terrifiés par les menaces de la foule. Boston était une poudrière. Le gouverneur avait le pouvoir de faire appel aux troupes britanniques stationnées à Castle William dans le port, mais il hésitait, craignant de provoquer un nouveau massacre comme celui de Boston 3 ans plus tôt. Il s'en tenait à la procédure, convaincu que la loi prévaudrait. Pendant ce temps, les Fils de la Liberté mettèrent la dernière main à leur plan. Ce ne serait pas une émeute chaotique, ce serait une opération quasi militaire menée avec discipline et précision. Le but n'était pas le pillage, mais la destruction symbolique d'une propriété qui incarnait la tyrannie parlementaire. La question n'était plus de savoir si quelque chose allait se passer, mais quand et comment. Le 16e jour de décembre est arrivé, le dernier jour avant la saisie légale du thé. La plus grande réunion de toutes a eu lieu à la Old South Meeting House. Plus de 5000 personnes, près d'un tiers de la population de la ville, se sont entassées à l'intérieur et dans les rues avoisinantes. La journée s'est écoulée en discours et en résolutions, une dernière tentative pour trouver une solution pacifique. Un dernier messager fut envoyé au gouverneur Hutchinson avec une ultime demande de renvoyer les navires. La foule attendait dans un silence tendu. À la tombée de la nuit, le messager revint avec la réponse attendue, un refus catégorique. C'est alors que Samuel Adams monta sur l'estrade. Il prononça la phrase qui allait servir de signal « Cette réunion ne peut plus rien faire pour sauver ce pays ». C'était le code. Des cris de guerre éclatèrent dans l'Assemblée. La bombe à retardement que Londres avait placée sous les fondations de son empire américain était sur le point d'exploser. L'échec de la diplomatie a laissé place à l'action directe. La phrase de Samuel Adams a agi comme une décharge électrique. De la foule massée à la Old South Meeting House, des groupes d'hommes ont commencé à se détacher, se dirigeant à vive allure vers le port. Ils n'étaient pas une cohue désorganisée. Ils étaient tous les membres des Fils de la Liberté et leurs sympathisants préparés pour ce moment. En chemin, dans des maisons et des ateliers préarrangés, ils se sont transformés. Des visages ont été noircis de suie, des couvertures ont été jetées sur les épaules, des hachettes et des tomahawks ont été saisis. Ils se sont déguisés en indiens Mohawks. Ce n'était pas un simple caprice, c'était un acte symbolique puissant. En adoptant l'image de l'Amérique sauvage et libre, ils se dissociaient de leur identité de sujets britanniques et affirmaient une nouvelle allégeance, une allégeance à la terre sur laquelle ils se trouvaient. C'était un acte de défiance culturelle autant que politique. Ils n'étaient plus des Anglais protestants, ils étaient des Américains agissants. La procession silencieuse et déterminée s'est dirigée vers le quai de Griffin, où les 3 navires, le Dartmouth, l'Eleanor et le Beaver, se balançaient doucement, leurs cales remplies de la discorde. Une foule immense, estimée à plusieurs milliers de personnes, s'était rassemblée sur le quai pour assister à l'événement. Ils n'ont pas participé. Ils ont regardé dans un silence quasi religieux, un cœur muet pour cet opéra de la rébellion. Les Mohawks, divisés en 3 groupes, sont montés à bord des navires avec une efficacité surprenante. Les équipages, terrifiés, n'ont offert aucune résistance. Les ordres étaient au clair et stricts. Ne blesser personne, ne toucher à rien d'autre que le thé. Ce n'était pas un pillage, c'était une exécution. Un participant a tenté de remplir ses poches de thé. Il a été immédiatement déshabillé et chassé dans l'opprobre. La discipline était de fer car la légitimité de l'acte en dépendait.
Pendant les 3 heures qui ont suivi, sous la lueur froide de la lune de décembre, le son des hachettes brisant le bois des caisses a résonné dans le port. Une par une, 342 caisses de thé, soit plus de 46 tonnes d'une valeur de plus de 9 659 livres sterling, une somme colossale à l'époque, équivalente à bien plus d'1,5 million de dollars d'aujourd'hui, ont été ouvertes et leur contenu jeté par-dessus bord. Les eaux peu profondes du port se sont rapidement transformées en une soupe brune et épaisse. Le thé s'est accumulé en tas si haut que les participants ont dû le repousser avec des rames pour faire de la place aux caisses suivantes. Le message était sans équivoque. Boston préférait voir le thé au fond de l'océan plutôt que dans ses entrepôts, souillés par une taxe illégitime. C'était un acte de vandalisme d'une ampleur sans précédent, mais aussi une déclaration politique d'une clarté cristalline. Le prix de la liberté était plus élevé que le prix du thé. Que choisiriez-vous? Des produits bon marché sous le joug d'un pouvoir que vous n'avez pas choisi ou une lutte coûteuse pour votre droit à l'autodétermination? Votre avis nous intéresse, partagez-le en commentaire. L'aspect le plus stupéfiant de cette nuit-là fut peut-être l'inaction des forces britanniques. À quelques centaines de mètres de là, dans le port, se trouvait le HMS Captain, un navire de guerre de la Royal Navy armé de 64 canons. Il n'a pas bougé. L'amiral Montagu, son commandant, aurait observé la scène et se serait simplement couché. Pourquoi? Peut-être par prudence, craignant de déclencher un bain de sang qui mettrait le feu à toute la ville. Peut-être par mépris, considérant l'événement comme une simple émeute. Ou peut-être, et c'est le plus probable, parce qu'il n'avait pas reçu d'ordre clair des autorités civiles, paralysées par l'indécision. Cette passivité a conféré à l'acte des rebelles une aura d'invincibilité. Pendant quelques heures cruciales, dans le port le plus important de l'Amérique du Nord, l'autorité de l'Empire britannique s'était tout simplement évaporée. Une fois la dernière caisse vidée, les Mohawks ont balayé les ponts des navires, ont demandé aux seconds de chaque équipage de confirmer que seul le thé avait été détruit et ont disparu dans la nuit aussi silencieusement qu'ils étaient apparus. Boston était changé à jamais. L'air était chargé d'un mélange de triomphe exalté et de peur glaciale. Chacun savait qu'un point de non-retour avait été franchi. On ne détruit pas impunément la propriété de la couronne. La question sur toutes les lèvres n'était plus « que va-t-il se passer ?» mais quelle forme prendra la vengeance de l'Empire. Le silence qui est tombé sur la ville après le départ des destructeurs était plus lourd et plus menaçant que le bruit des haches. C'était le calme avant une tempête d'une violence inimaginable. La nouvelle de l'audacieuse destruction s'est répandue comme une traînée de poudre. Des cavaliers, dont le célèbre Paul Revere, ont été dépêchés cette nuit-là même pour porter le récit à New York et à Philadelphie. En quelques semaines, toutes les colonies étaient au courant. La réaction a été partagée. Certains, comme John Adams, ont exulté, y voyant un acte de dignité, de majesté, de sublimité. D'autres, comme Benjamin Franklin, alors à Londres, ont été horrifiés par la destruction de propriétés privées et ont plaidé pour un remboursement. Mais partout, l'événement a forcé les gens à choisir leur camp. Il n'y avait plus de terrain d'entente. La Boston Tea Party, comme on l'a rapidement surnommé avec une ironie mordante, est devenue un symbole. Pour les patriotes, c'était un acte d'héroïsme. Pour les loyalistes et la couronne, c'était un acte de trahison. La nouvelle mit plus d'1 mois à traverser l'Atlantique. Lorsqu'elle atteignit Londres le 20 janvier 1774, elle provoqua une onde de choc. La destruction audacieuse de la propriété privée, un pilier de la société britannique, et le défi flagrant à l'autorité parlementaire ont été perçus non pas comme une protestation, mais comme une véritable insurrection. La colère qui s'est emparée du Parlement et du roi George III était d'une intensité jamais vue depuis l'époque des rébellions jacobites. L'heure n'était plus au débat sur les subtilités de la taxation et de la représentation. L'heure était à la punition. L'Empire allait frapper, et il allait frapper fort. Boston, la ville rebelle, allait devenir un exemple. Le message serait clair, la désobéissance a un prix, et ce prix est la soumission. Londres se préparait à répondre à la destruction du thé par la destruction des libertés. Au Parlement britannique, l'atmosphère était électrique. La nouvelle de Boston a balayé toute velléité de conciliation. Les voix modérées qui, par le passé, avaient plaidé pour la prudence, comme celle d'Edmund Burke
ou de William Pitt ont été noyés sous un torrent d'indignation. L'honneur de la nation était en jeu. Le Premier ministre, Lord North, un homme habituellement placide, est apparu devant la Chambre des communes avec une détermination de fer. Il a déclaré que le gouvernement ne reculerait pas tant qu'il n'aurait pas vu Boston se soumettre. La question, a-t-il affirmé, n'était plus de savoir si l'Angleterre avait le droit de taxer les colonies, mais si elle avait le moindre pouvoir sur elles. Pour le roi George III, un monarque profondément attaché à son autorité, l'acte de Boston était une insulte personnelle. Il a écrit à son Premier ministre « Les colonies doivent soit se soumettre, soit triompher ». Le choix était fait. La punition serait exemplaire et brutale. Ce qui a suivi fut une série de lois votées au printemps de 1774, un arsenal législatif conçu pour écraser le Massachusetts et le mettre à genoux. Les colons les ont baptisées les lois intolérables. Les Britanniques les appelaient les lois coercitives. Le nom lui-même révèle le fossé d'incompréhension qui séparait les deux rives de l'Atlantique. La première et la plus dévastatrice fut la loi sur le port de Boston. À partir du 1er juin, le port de Boston, l'un des plus actifs d'Amérique et la source de vie de la ville, serait fermé à tout commerce, à l'entrée comme à la sortie. Il le resterait jusqu'à ce que la Compagnie des Indes orientales soit intégralement remboursée pour son thé, et que le roi soit convaincu que l'ordre avait été restauré. C'était une condamnation à mort économique, conçue pour affamer la ville et la contraindre à la soumission. Puis vint la loi sur le gouvernement du Massachusetts. Ce texte était une attaque directe contre l'autonomie politique de la colonie. Il révoquait unilatéralement la charte du Massachusetts, un document qui garantissait ses droits depuis 1691. Le conseil de la colonie, auparavant élu, serait désormais nommé par le roi. Les assemblées municipales, foyer de la démocratie locale et de la sédition, ne pourraient ne se réunir qu'une fois par an avec la permission du gouverneur. Les juges et les shérifs seraient également nommés par le gouverneur royal. En substance, le Parlement démantelait le gouvernement représentatif dans le Massachusetts et le remplaçait par un régime militaire de fait. C'était la réalisation des pires craintes des colons, la preuve que Londres pouvait, d'un trait de plume, anéantir les libertés qu'ils considéraient comme leur droit de naissance en tant qu'Anglais. Une troisième loi, la loi sur l'administration impartiale de la justice, a ajouté l'insulte à la blessure. Surnommée la loi sur le meurtre par les colons, elle stipulait que tout fonctionnaire britannique ou soldat accusé d'un crime capital dans l'exercice de ses fonctions pourrait être transféré en Angleterre ou dans une autre colonie pour y être jugé. Les patriotes y ont vu une licence pour tuer. Ils étaient convaincus qu'aucun jury anglais ne condamnerait jamais un soldat pour avoir tiré sur un colon. Cette loi sapait la confiance dans le système judiciaire local et renforçait le sentiment que les Britanniques se plaçaient au-dessus des lois qu'ils étaient censés faire respecter. Une nouvelle loi sur le cantonnement a également été adoptée, permettant au gouverneur de réquisitionner des bâtiments inoccupés pour loger les troupes britanniques, rapprochant ainsi la présence militaire du cœur des villes et des villages. Pour couronner le tout, le général Thomas Gage, commandant en chef des forces britanniques en Amérique du Nord, fut nommé gouverneur militaire du Massachusetts, remplaçant le civil Thomas Hutchinson. Ce choix était un message en soi. Boston n'était plus une colonie à administrer, mais un territoire ennemi à occuper. Gage arriva en mai avec 4 régiments de troupes régulières, portant l'effectif total à Boston à près de 4000 soldats, pour une population d'environ 15 000 habitants. La ville s'est transformée en une caserne à ciel ouvert. Les tuniques rouges patrouillaient dans les rues, leurs baïonnettes brillant au soleil. Le commerce s'est arrêté. Les quais, autrefois bruyants, étaient étrangement silencieux. Le chômage a grimpé en flèche. Boston était devenue une ville assiégée, non pas par un ennemi étranger, mais par sa propre mère patrie. L'erreur fatale de Lord North et du roi fut de croire que cette punition ciblée isolerait le Massachusetts des autres colonies. Ils pensaient que les autres, effrayés par cet exemple, se tiendraient à l'écart, voire se réjouiraient des malheurs de leurs rivaux commerciaux de la Nouvelle-Angleterre. C'est exactement le contraire qui s'est produit. Les lois intolérables ont galvanisé l'opposition dans les 13 colonies. Si le Parlement pouvait faire cela au Massachusetts, il pouvait le faire à n'importe qui.
La cause de Boston est devenue la cause de l'Amérique. Les autres colonies ont commencé à envoyer de la nourriture et des provisions pour aider les Bostoniens affamés. Des charrettes de farine de la Caroline du Sud, du poisson de Marblehead, du riz de la Géorgie, tout convergeait vers la ville punie, un signe tangible de solidarité naissante. La Grande-Bretagne avait jeté une pierre dans l'eau, espérant des vagues locales. Elle a provoqué un tsunami continental. La question n'était plus celle du thé ou même de la taxation. La question fondamentale était devenue celle de la liberté elle-même. Les colons voyaient dans les lois intolérables la preuve d'un complot systématique visant à les réduire en esclavage. Les pamphlets et les journaux de l'époque sont remplis d'une rhétorique apocalyptique. La tyrannie, un mot autrefois abstrait, avait désormais un visage, celui des régiments britanniques marchant sur Boston Common. C'est à ce moment que l'idée d'une résistance coordonnée à l'échelle du continent a cessé d'être le rêve de quelques radicaux pour devenir une nécessité urgente pour beaucoup. La réponse à la punition de Boston ne viendrait pas de Boston seul, mais d'un corps représentatif de toutes les colonies. L'Empire avait voulu diviser pour mieux régner, il avait involontairement uni pour mieux résister. Le chemin vers Philadelphie était désormais ouvert. Le système nerveux de cette résistance naissante était un réseau d'une simplicité et d'une efficacité redoutables, les comités de correspondance. Créés à l'initiative de Samuel Adams quelques années plus tôt, ces comités formaient une toile d'araignée d'information et de propagande qui reliait les villes et les villages du Massachusetts, puis s'étaient étendus aux autres colonies. Ils étaient l'Internet de l'ère révolutionnaire. Après l'adoption des lois intolérables, ces comités se sont mis en branle, diffusant la nouvelle de la punition de Boston avec des appels passionnés à l'action et à l'unité. La Virginie, la plus grande et la plus influente des colonies, a réagi avec force. Son assemblée, la Chambre des bourgeois, a adopté une résolution déclarant le 1er juin, date de l'entrée en vigueur de la loi sur le port de Boston, comme un jour de jeûne, d'humiliation et de prière. Le gouverneur royal a immédiatement dissous l'Assemblée. Mais il était trop tard. Les délégués se sont réunis de manière informelle dans une taverne, la Raleigh Tavern, et ont lancé un appel qui allait changer l'histoire. La convocation d'un congrès général de toutes les colonies pour élaborer une réponse commune à l'agression britannique. En septembre de l'an 1774, 56 délégués de 12 des 13 colonies, la Géorgie la plus jeune et la plus vulnérable à décliner, se sont réunis à Carpenter's Hall à Philadelphie. Ce fut le premier congrès continental. C'était un rassemblement d'hommes extraordinaires, l'élite politique et intellectuelle de l'Amérique coloniale. On y trouvait des avocats, des marchands, des planteurs. Des hommes comme George Washington et Patrick Henry de Virginie, John et Samuel Adams du Massachusetts, John Jay de New York, ils étaient de tempéraments très différents. Certains étaient des radicaux, déjà convaincus que la guerre était inévitable. D'autres étaient des modérés, espérant encore une réconciliation avec la mère patrie. D'autres encore étaient des conservateurs, horrifiés par la perspective d'une rupture avec l'Empire. Le Congrès était un microcosme des divisions de l'Amérique elle-même. Les débats furent houleux. Le principal point de friction opposait les radicaux, qui voulaient une action forte et immédiate, et les conservateurs menés par des hommes comme Joseph Galloway de Pennsylvanie. Galloway a proposé un plan d'union qui aurait créé une législature américaine subordonnée au Parlement britannique. C'était une tentative de compromis, une voie médiane. Mais pour les radicaux, c'était une trahison. John Adams a qualifié ce plan de serpent. Après des jours de discussions acharnées, le plan de Galloway a été rejeté, mais à une seule voix près. Cette décision a marqué un tournant. Le Congrès avait choisi la voie de la confrontation plutôt que celle du compromis. Il avait décidé de ne pas reculer. Le destin de l'Amérique s'est joué sur le fil du rasoir dans une salle remplie de la fumée des pipes et du son des arguments passionnés. Le Congrès a ensuite adopté une série de documents cruciaux. Le plus important fut la Déclaration des droits et des griefs. Ce texte réaffirmait la loyauté des colonies envers la couronne, mais niait catégoriquement le droit du Parlement de les taxer. Il affirmait que les Américains avaient droit à la vie, à la liberté et à la propriété, et que leurs propres assemblées législatives étaient les seules à avoir le pouvoir de légiférer pour eux dans les affaires intérieures.
C'était un défi direct à l'autorité parlementaire, une ligne rouge tracée dans le sable. Pour mettre en œuvre ces décisions, le Congrès a créé l'Association continentale. C'était un pacte pour organiser un boycott total et coordonner des produits britanniques. Plus d'importation, plus d'exportation vers la Grande-Bretagne. C'était une déclaration de guerre économique conçue pour faire pression sur les marchands britanniques et, par leur intermédiaire, sur le Parlement. Des comités locaux seraient créés pour faire respecter le boycott, usant de la pression sociale et de l'intimidation si nécessaire. Le premier congrès continental n'a pas déclaré l'indépendance. La plupart des délégués auraient été horrifiés par cette idée à l'époque. Mais il a fait quelque chose d'encore plus important. Il a créé un gouvernement de facto pour les colonies unies. Pour la première fois, les délégués n'avaient pas parlé en tant que Virginiens ou Massachusettsens, mais en tant qu'Américains. Patrick Henry l'a résumé dans une phrase célèbre. Les distinctions entre Virginiens, Pennsylvaniens, New-Yorkais et Néo-Anglais ne sont plus. Je ne suis pas un Virginien, mais un Américain. C'était une hyperbole, bien sûr. Les identités locales restaient fortes. Mais une nouvelle conscience, une identité pancoloniale, était en train de naître, forgée dans le creuset de l'opposition commune à la politique britannique. Une nation est souvent définie non pas par ce qu'elle aime, mais par ce qu'elle déteste en commun. Avant de se séparer en octobre, le Congrès a accepté de se réunir à nouveau en mai de l'année suivante si la Grande-Bretagne ne répondait pas à ses demandes. C'était un ultimatum à peine voilé, la balle était de retour dans le camp de Londres. Le Congrès avait parlé d'une seule voix, une voix ferme, mais pas encore révolutionnaire. Il avait offert à la couronne une dernière chance de faire marche arrière, de révoquer les lois intolérables et de reconnaître les droits des colons. Mais en même temps, il avait jeté les bases d'une résistance unifiée et avait préparé les esprits à la possibilité d'un conflit. Les mots avaient été prononcés, les résolutions votées. La question était maintenant de savoir si ces mots seraient soutenus par des actes. Alors que les délégués retournèrent chez eux, l'air s'épaississait, chargé de l'attente de la réponse de Londres, une réponse qui, beaucoup le pressentaient, ne viendrait pas sous la forme d'un parchemin mais sous la forme de poudre et de plomb. Vous avez vu les politiciens débattre. Certains voulaient un compromis à tout prix, d'autres une confrontation immédiate. Dans une crise qui menace vos libertés, quelle stratégie vous semble la plus juste? Dites-le nous en commentaire. Pendant que les politiciens débattaient à Philadelphie, le Massachusetts se transformait en une poudrière. Le général Gage, gouverneur et commandant militaire, se retrouvait dans une position intenable. Il était censé faire respecter les lois intolérables, mais il contrôlait à peine plus que la ville de Boston elle-même. La campagne était en état de rébellion ouverte. Les fonctionnaires nommés par la couronne étaient harcelés, intimidés et forcés de démissionner. Les tribunaux royaux ne pouvaient plus fonctionner. Un gouvernement provincial rebelle, le Congrès provincial du Massachusetts, s'était formé et siégeait illégalement, levant des impôts et organisant une milice. Gage était un homme intelligent et prudent. Il a écrit à Londres, avertissant que la situation était bien plus grave qu'il ne le pensait, que la Nouvelle-Angleterre était enragée et déterminée et qu'il aurait besoin de beaucoup plus de troupes pour imposer la volonté du Parlement. Ces avertissements ont été largement ignorés. En septembre de l'an 1774, Gage a commis une erreur qui a failli déclencher la guerre prématurément. Agissant sur des rumeurs, il a envoyé une petite troupe pour saisir de la poudre à canon appartenant à la province, stockée dans un magasin près de Cambridge. L'opération s'est déroulée sans incident. Mais des rumeurs déformées se sont répandues comme un feu de forêt. Les Britanniques se marchaient, ils avaient tué 6 colons, la guerre avait commencé. Ce fut l'alarme de la poudre. En quelques heures, des milliers de miliciens en colère de tout le Massachusetts et du Connecticut ont pris les armes et ont commencé à marcher vers Boston. La foule a encerclé les maisons des loyalistes à Cambridge, les forçant à fuir pour se réfugier sous la protection de l'armée. Gage a été stupéfait par la rapidité et l'ampleur de la mobilisation. Il a compris qu'il était assis sur un volcan. L'alarme de la poudre a révélé aux deux camps à quel point la situation était explosive. Un simple malentendu pouvait tout faire basculer.
La réponse du Congrès provincial du Massachusetts à cette escalade fut d'officialiser la création d'une milice capable de répondre instantanément à une agression britannique. Ils ont créé les Minutemen, des unités spéciales de la milice, composées des hommes les plus jeunes et les plus en forme, qui devaient être prêts à se battre à la minute près. Un tiers de tous les miliciens du Massachusetts ont été désignés comme Minutemen. Ils s'entraînaient ouvertement sur les places des villages sous le nez des espions loyalistes. Ils ont également commencé à amasser des armes, des canons et de la poudre, créant des dépôts secrets dans des villes de l'intérieur comme Concorde et Worcester. La contrebande d'armes, en provenance des Caraïbes françaises et hollandaises, est devenue une industrie patriotique. La rébellion n'était plus seulement une question de mots et de boycott, elle s'armait. De son côté, le général Gage n'était pas inactif. Il a commencé à fortifier Boston, construisant des défenses sur le mince isthme qui reliait la ville au continent. Il a également mis en place son propre réseau d'espionnage pour tenter de découvrir où les rebelles cachaient leurs munitions. Ses agents parcouraient la campagne, se faisant passer pour des voyageurs, essayant de soudoyer des informateurs. Mais ils se heurtaient à un mur de silence et d'hostilité. La population était presque entièrement du côté des patriotes. Les espions de Gage étaient souvent découverts et chassés. C'était une guerre de l'ombre, une lutte pour l'information qui précédait la lutte armée. Chaque camp essayait de deviner les intentions de l'autre, de prévoir le prochain mouvement. Le réseau d'espionnage des patriotes était bien plus efficace. Basé à Boston, il était dirigé par un cercle restreint de leaders des Fils de la Liberté, dont le docteur Joseph Warren, un médecin respecté, et Paul Revere, un orfèvre et un messager infatigable. Ils avaient des informateurs partout, y compris, selon la légende, au plus haut niveau du commandement britannique, peut-être même l'épouse américaine du général Gage lui-même. Ce réseau surveillait chaque mouvement des troupes britanniques. Il comptait les régiments, notait les préparatifs, écoutait les conversations des officiers dans les tavernes. Rien n'échappait à leur vigilance. Ils étaient les yeux et les oreilles de la Révolution, un système d'alerte précoce vital pour la milice dispersée dans la campagne. Au printemps de 1775, la situation a atteint son point de rupture. Gage a reçu des instructions de Londres. Le gouvernement, las de son inaction apparente, lui a ordonné de prendre des mesures décisives. Il devait arrêter les principaux leaders rebelles, comme Samuel Adams et John Hancock, et saisir les dépôts d'armes. Gage savait que tenter d'arrêter Adams et Hancock, qui s'étaient réfugiés à Lexington, serait un suicide politique. Il a décidé de se concentrer sur l'objectif militaire, l'arsenal de Concorde. Il a élaboré un plan pour une expédition secrète de nuit. Une force d'environ 700 soldats d'élite, des grenadiers et de l'infanterie légère marcherait sur les 18 miles qui séparaient Boston de Concorde, saisirait et détruirait les provisions militaires, puis reviendrait avant que la milice ne puisse organiser une résistance sérieuse. Le plan était secret, mais dans une ville aussi paranoïaque et aussi bien surveillée que Boston, le secret était impossible à garder. Dans les jours qui ont précédé le 18 avril, les patriotes ont remarqué des signes révélateurs. Les bateaux des navires de guerre ont été mis à l'eau. Les grenadiers et les compagnies d'infanterie légère ont été relevés de leurs fonctions de garde. Le docteur Warren et son réseau étaient en état d'alerte maximale. Ils savaient que quelque chose se préparait. Ils ne savaient pas exactement où ni quand, mais ils étaient prêts. Le sort de la Révolution dépendait maintenant de la rapidité avec laquelle l'information pouvait voyager dans l'obscurité. La course entre le secret de l'Empire et la vigilance de la rébellion était sur le point de commencer. La première étincelle était sur le point de jaillir. Dans la soirée du 18 avril 1775, le docteur Joseph Warren a reçu la confirmation qu'il attendait d'une source au sein du commandement britannique. Les troupes régulières se mettaient en marche cette nuit-là. Leur destination était Concorde. Warren a immédiatement agi. Il a fait appel à deux de ses messagers les plus fiables, Paul Revere et William Dawes. Ils aurent des missions distinctes mais complémentaires, quitter Boston par des chemins différents et chevaucher vers l'ouest pour alerter Samuel Adams et John Hancock à Lexington puis continuer vers Concorde pour avertir les habitants de l'imminence du raid. Revere avait déjà mis en place un système d'alerte visuelle.
Il a demandé à un ami de monter dans le clocher de la Old North Church et de suspendre des lanternes pour signaler la voie de départ des Britanniques, une scie par la terre, deux scies par la mer. Alors que les troupes commençaient à embarquer pour traverser la rivière Charles, deux lumières ont brillé brièvement dans la nuit, signalant aux observateurs de l'autre côté que l'invasion avait commencé par la voie maritime. La chevauchée de Revers est entrée dans la légende. Il a d'abord dû se faufiler hors de Boston, ramant silencieusement sous la proue du HMS Somerset, un navire de guerre britannique. Une fois à terre, il a emprunté un cheval et a commencé sa course effrénée à travers la campagne endormie. C'était un voyage périlleux. Des patrouilles britanniques sillonnaient les routes. Revers a failli être capturé dès le début, mais son cheval s'est avéré plus rapide. Il a galopé de ferme en ferme, de village en village, frappant aux portes et délivrant son message urgent. Les réguliers arrivent. Pendant ce temps, William Dawes, prenant une route plus longue par le sud, faisait de même. Leur passage a déclenché une réaction en chaîne. Derrière eux, les cloches des églises ont commencé à sonner, les tambours à battre. Les Minutemen se sont réveillés, ont saisi leurs mousquets et se sont rassemblés sur les places des villages. Le système d'alerte des patriotes fonctionnait à la perfection. Revers et Dawes sont arrivés à Lexington après minuit, juste à temps pour avertir Adams et Hancock qui ont immédiatement fui. Rejoints par un jeune médecin, Samuel Prescott, ils ont continué leur route vers Concord. C'est là que leur chance a tourné. Ils sont tombés sur une patrouille britannique. Revers a été capturé. Dawes a réussi à s'échapper mais a été désarçonné et a dû rebrousser chemin. Seul Prescott, qui connaissait parfaitement la région, a réussi à sauter par-dessus un mur et à s'enfuir dans les bois. Il est le seul des trois à avoir atteint Concord et à avoir donné l'alerte finale. La mission, malgré la capture de Revers, a été un succès retentissant. Lorsque l'avant-garde britannique est arrivée à Lexington à l'aube du 19 avril, elle n'a pas trouvé un village endormi, mais une petite compagnie de miliciens, environ 77 hommes, qui l'attendaient sur le pré communal. Le capitaine de la milice de Lexington était un vétéran de la guerre contre les Français nommé John Parker. Il était malade de la tuberculose, mais sa détermination était intacte. Il n'avait pas l'intention de déclencher une bataille. Sa force était largement inférieure en nombre. Il a dit à ses hommes « Tenez vos positions, ne tirez pas, à moins qu'on ne vous tire dessus. Mais s'ils veulent la guerre, qu'elle commence ici. » Le major britannique John Pitcairn, à la tête des troupes régulières, a ordonné aux miliciens de se disperser. Alors que les miliciens commençaient à se retirer lentement, un coup de feu a retenti. Personne ne sait avec certitude qui a tiré. Chaque camp a blâmé l'autre. Mais ce coup de feu anonyme a changé le cours de l'histoire. Ce fut le coup de feu entendu dans le monde entier. Immédiatement, les troupes britanniques, sans ordre, ont lancé une volée, puis ont chargé à la baïonnette. L'escarmouche a été brève, chaotique et unilatérale. Lorsque la fumée s'est dissipée, 8 miliciens de Lexington gisaient morts ou mourants sur le pré, et 10 autres étaient de blessés. Les Britanniques n'ont eu qu'un seul blessé léger. C'était un massacre, pas une bataille. Les réguliers ont poussé des cris de victoire et ont continué leur marche vers Concord, laissant derrière eux une communauté en deuil et enragée. Ils avaient versé le premier sang de la guerre d'indépendance. Ils ne savaient pas encore que le sang appelle le sang. Les Britanniques sont arrivés à Concord quelques heures plus tard. Grâce à l'alerte de Prescott, les habitants avaient eu le temps de cacher la plupart des armes et des munitions. Les soldats ont fouillé la ville, ne trouvant que quelques canons qu'ils ont sabotés et des barils de farine qu'ils ont jetés dans un étang. Pendant ce temps, sur une colline surplombant la ville, les compagnies de miliciens et de Minutemen des villes environnantes commençaient à se rassembler. Leur nombre augmentait de minute en minute, passant de quelques centaines à plus de 1000. Ils ont vu de la fumée s'élever de Concord et ont cru que les Britanniques brûlaient leur maison. C'en était trop. Dans un acte de défi spontané, ils ont décidé de marcher sur la ville pour la défendre. Leur chemin était bloqué au pont du Nord par une petite garnison de 3 compagnies britanniques. Alors que les miliciens avançaient, les réguliers ont tiré une première volée, tuant 2 Américains. Le commandant de la milice de Concorde, le major John Buttrick, a alors crié à ses hommes « Feu, camarades soldats, pour l'amour de Dieu, feu !» Les Américains ont répondu par une volée disciplinée et précise. 3 soldats britanniques sont tombés morts et 9 autres ont été blessés. C'était la première fois ce jour-là que les réguliers subissaient des pertes mortelles.
et c'était la première fois qu'ils se retiraient sous le feu des fermiers armés. Paniqués et en infériorité numérique, les Britanniques ont abandonné le pont et ont rejoint le gros de leurs forces dans la ville. Les Américains avaient tenu bon. Ils avaient repoussé l'armée la plus puissante du monde. La rébellion était devenue une révolution. La longue et sanglante route du retour vers Boston attendait maintenant les tuniques rouges. Le commandant britannique à Concorde, le lieutenant-colonel Francis Smith, a vite compris que sa position était intenable. Le nombre de miliciens qui convergeaient vers la ville augmentait de façon exponentielle. Sa mission avait largement échoué. Vers midi, il a donné l'ordre de la retraite. C'est alors que le véritable combat de la journée a commencé. La marche de retour de 18 miles vers Boston s'est transformée en un cauchemar, une embuscade continue. Des milliers de miliciens, venus de plus de 20 villes, se sont cachés derrière les murs de pierre, les arbres et les maisons qui bordaient la route. Ils n'ont pas combattu en formation, à l'européenne, ils ont utilisé des tactiques de guérilla, tirant sur la colonne britannique exposée, puis disparaissant pour recharger et attaquer à nouveau plus loin. Pour les soldats britanniques, c'était une forme de guerre terrifiante et déshonorante. L'ennemi était partout et nulle part à la fois. La colonne britannique, épuisée, à court de munitions et chargée de blessés, a commencé à se désintégrer. La retraite s'est transformée en une déroute chaotique. Les soldats tombaient à un rythme alarmant. Le colonel Smith lui-même a été blessé. La discipline s'est effondrée. C'était chaque homme pour soi. Ils auraient probablement été anéantis si une force de secours de 1000 hommes, avec de l'artillerie dirigée par Lord Hugh Percy, n'était pas arrivée de Boston pour les secourir près de Lexington. L'arrivée de Percy a permis de stabiliser la situation, donnant aux survivants un répit bien nécessaire. Mais le calvaire n'était pas terminé. La deuxième moitié du voyage de Lexington à la sécurité relative de Charlestown a été tout aussi brutale. Les combats se sont poursuivis sans relâche jusqu'à la tombée de la nuit. La bataille de la retraite a été féroce et sans pitié. Les deux camps ont commis des atrocités. Les Britanniques, frustrés et enragés, ont pillé et incendié des maisons le long de la route. Les miliciens, de leur côté, ont parfois achevé les soldats britanniques blessés. C'était une guerre civile dès le premier jour, avec toute la haine et la cruauté que cela implique. Un grenadier britannique a décrit cette journée comme étant pire que tout ce qu'il avait connu en combattant en Europe. Il a dit que les Américains semblaient sortir de terre. C'était le choc de deux mondes, la puissance militaire conventionnelle de l'Empire contre la fureur d'un peuple défendant ses foyers. À la fin de la journée, lorsque les survivants britanniques, ensanglantés et humiliés, ont finalement atteint la protection des canons de la flotte à Charlestown, le bilan était lourd. Les Britanniques comptaient 73 morts, 174 blessés et 26 disparus. Les Américains, quant à eux, avaient 49 morts, 41 blessés et 5 disparus. En termes militaires, ce n'était pas une défaite écrasante pour les Britanniques. Mais psychologiquement, c'était une catastrophe. Le mythe de l'invincibilité des troupes régulières avait été brisé. Une armée de fermiers et d'artisans les avait mis en déroute et leur avait infligé de lourdes pertes. L'effet sur le moral des deux camps a été immense. Les Américains étaient galvanisés, convaincus qu'ils pouvaient tenir tête à l'Empire. Les Britanniques étaient choqués et furieux. La protestation était terminée. La guerre avait commencé. Le sang versé le 19 avril a effacé toute possibilité de retour en arrière. Mais les conséquences les plus immédiates et les plus spectaculaires se sont produites dans les jours qui ont suivi. L'alerte lancée par Revere et Dawes ne s'était pas arrêtée. La nouvelle des combats s'est répandue dans toute la Nouvelle-Angleterre. Et de chaque ville, de chaque village, les compagnies de milices ont commencé à marcher. Elles ne sont pas venues pour une seule bataille, puis sont reparties. Elles sont venues pour rester. Elles ont convergé vers Boston, des milliers d'hommes, puis des dizaines de milliers. En quelques jours, la ville de Boston, avec l'armée britannique à l'intérieur, était complètement encerclée par une nouvelle armée. Une armée improvisée, indisciplinée mais déterminée, qui s'étendait en un arc de cercle de Cambridge à Roxbury. Le général Gage et ses 4000 soldats, qui quelques jours auparavant étaient allés maîtres du Massachusetts, se sont retrouvés prisonniers. Ils contrôlaient Boston et les eaux environnantes, mais ils ne pouvaient pas faire un pas sur le continent sans se heurter à une force ennemie. Le siège de Boston avait commencé.
Une révolte locale, déclenchée par un raid pour confisquer des armes, s'était transformée en une guerre à grande échelle, avec deux armées se faisant face. Le coût humain d'une seule journée de violence a été terrible. Imaginez-vous à la place d'un milicien ce jour-là. Après avoir vu vos voisins tomber, choisiriez-vous la vengeance immédiate et sanglante ou la patience stratégique pour organiser une armée? Faites votre choix et expliquez-le en commentaire. La nouvelle de Lexington et Concorde s'est propagée vers le sud, atteignant Philadelphie juste au moment où le deuxième congrès continental se réunissait en mai de l'an 1775. L'atmosphère avait radicalement changé par rapport au premier congrès. La possibilité théorique de la guerre était devenue une réalité sanglante. Le Congrès est devenu de facto le gouvernement central d'une nation en guerre. Il a dû faire face à une tâche écrasante, organiser, financer et diriger un effort de guerre contre la plus grande puissance militaire du monde. Sa première décision a été d'adopter l'armée de la Nouvelle-Angleterre qui assiégeait Boston, la rebaptisant Armée continentale. Mais une armée a besoin d'un commandant. Le choix de cet homme allait être l'une des décisions les plus importantes de la Révolution. Le choix évident semblait être un commandant de la Nouvelle-Angleterre puisque c'est là que se déroulaient les combats. Mais John Adams du Massachusetts a compris que pour que la guerre soit un véritable effort continental, elle devait être dirigée par quelqu'un qui n'était pas de la Nouvelle-Angleterre. Il fallait impliquer les colonies du Sud, et en particulier la puissante Virginie. Adams a donc proposé un nom, celui d'un planteur de Virginie de 43 ans, un homme grand et imposant qui assistait au Congrès en uniforme militaire. C'était un coup de génie politique. Cet homme était George Washington. Washington avait une expérience militaire, ayant servi comme officier pendant la guerre contre les Français, mais ce n'était pas un grand tacticien. Ce qu'il possédait, c'était un caractère inébranlable, un jugement sûr et une présence qui inspirait la confiance et le respect. Le Congrès a approuvé sa nomination à l'unanimité. Washington a accepté, refusant tout salaire. Le destin de la cause américaine reposait désormais sur ses épaules. Pendant que Washington se préparait à se rendre à Boston pour prendre le commandement, la situation militaire là-bas a connu une nouvelle escalade sanglante. En mai, des renforts britanniques sont arrivés à Boston, portant l'effectif total à plus de 6000 hommes. Avec eux sont arrivés 3 généraux de division, William Howe, John Burgoyne et Henry Clinton. Ils étaient impatients d'en finir avec le siège et de briser l'armée rebelle. Leur plan était d'occuper les hauteurs qui entouraient Boston, notamment les collines de Dorchester au sud et les hauteurs de Charlestown au nord. Le comité de sécurité du Massachusetts a eu vent de ce plan. Dans un mouvement préventif audacieux, dans la nuit du 16 juin, une force de 1200 miliciens américains, sous le commandement du colonel William Prescott, a reçu l'ordre d'occuper Bunker Hill sur la péninsule de Charlestown. Dans l'obscurité, les Américains ont commis une erreur cruciale mais finalement heureuse. Ils ont dépassé Bunker Hill et ont commencé à fortifier la colline la plus proche de Boston, Bridge Hill. Toute la nuit, ils ont travaillé fiévreusement, creusant des tranchées et construisant une redoute en terre. Au lever du soleil, les Britanniques à Boston ont été stupéfaits de voir une fortification qui avait surgi de nulle part, juste sous leur nez. Le général Gage et ses généraux ont compris que cette redoute menaçait leur position et leur flotte. Ils ont décidé qu'il fallait l'enlever immédiatement par un assaut frontal. C'était une décision dictée plus par l'orgueil et le mépris de l'ennemi que par la tactique. Ils allaient te montrer à ces fermiers ce qu'était une véritable armée. Dans l'après-midi du 17 juin, plus de 2200 soldats britanniques ont débarqué sur la péninsule de Charlestown. Sous un soleil de plomb, vêtus de leurs lourds uniformes de laine, ils ont commencé à avancer en ligne parfaite vers la colline. C'était un spectacle magnifique et terrifiant. Dans la redoute, les miliciens attendaient, le cœur battant. Leurs réserves de poudre étaient dangereusement basses. Le colonel Prescott leur a donné un ordre qui est devenu légendaire. Ne tirez pas avant de voir le blanc de leurs yeux. Les Britanniques ont continué leur lente ascension. Le silence était assourdissant. Puis, lorsque les tuniques rouges sont arrivées à portée de mousquet, le mur de terre a explosé en une tempête de feu et de plomb. La première ligne britannique a été fauchée, anéantie. Les survivants ont battu en retraite dans le désordre. Les officiers britanniques, incrédules et furieux, ont rallié leurs hommes
et les ont fait remonter à l'assaut. Le résultat a été le même. Une autre volée dévastatrice à bout portant, suivie d'une autre retraite sanglante. La discipline des soldats britanniques était incroyable, mais le carnage était insupportable. Le général Howe, qui menait personnellement l'assaut, a vu tous les membres de son état-major tués ou blessés autour de lui. Finalement, un troisième assaut a été lancé. Cette fois, les Américains étaient d'eau presque à court de munitions. La ligne britannique a atteint la redoute. Des combats sauvages au corps à corps, à la baïonnette contre les crosses de mousquet, ont suivi. Submergés, les Américains ont été contraints de se retirer. Les Britanniques avaient pris la colline. C'était une victoire. Mais une victoire à un prix effroyable. Sur les 2200 soldats engagés, plus de 1054 étaient de morts ou blessés, soit près de la moitié de la force d'assaut. Les pertes en officiers étaient particulièrement graves. Les Américains, de leur côté, avaient perdu environ 450 hommes. La bataille, connue à tort sous le nom de bataille de Bunker Hill, a été un choc terrible pour les Britanniques. Le général Clinton a écrit que quelques victoires de plus comme celle-ci auraient sûrement mis fin à la domination britannique en Amérique. Les Américains avaient perdu le terrain, mais ils avaient gagné une immense victoire morale. Ils avaient prouvé pour la deuxième fois qu'ils pouvaient non seulement se battre, mais aussi infliger des pertes catastrophiques à l'armée la plus professionnelle du monde. La guerre ne serait ni courte ni facile. La signature d'un ordre de bataille peut être aussi lourde de conséquences que celle d'une déclaration de guerre. L'arrivée de George Washington à Cambridge début juillet pour prendre le commandement de l'armée continentale a marqué une nouvelle phase de la guerre. Il a trouvé non pas une armée, mais une collection hétéroclite de milices, pleine d'enthousiasme, mais manquant de discipline, d'entraînement et de provisions. Sa première tâche, et l'une des plus difficiles, fut de forger cet instrument brut en une véritable force de combat. L'hiver de 1775 à 1776 a été une période d'impasse. Le siège de Boston s'est poursuivi, mais sans combat majeur. Les deux armées se sont observées, se sont renforcées et ont enduré les rigueurs de l'hiver de la Nouvelle-Angleterre. Washington était frustré. Il manquait d'artillerie lourde pour déloger les Britanniques de Boston. Sans canon, le siège pouvait durer indéfiniment. C'est alors qu'un jeune homme de 25 ans, un ancien libraire de Boston nommé Henry Knox, a proposé un plan d'une audace folle. Knox a suggéré de se rendre au fort Ticonderoga, récemment capturé par les Américains sur le lac Champlain à près de 300 miles de distance, et de transporter sa cinquantaine de canons lourds jusqu'à Boston. C'était un défi logistique monumental. Il fallait déplacer des tonnes de fer et de bronze à travers des montagnes et des forêts enneigées, en plein hiver, sans routes adéquates. Washington a été impressionné par l'audace de Knox et a donné son accord. Ce qui a suivi est l'un des exploits les plus remarquables de la guerre. Knox et ses hommes, à l'aide de bœufs et de traîneaux, ont transporté le noble train d'artillerie à travers les monts Berkshire, sur des rivières gelées, et à travers des tempêtes de neige. Fin janvier, à la stupéfaction générale, ils sont arrivés à Cambridge avec les canons. Washington avait enfin les outils dont il avait besoin pour briser l'impasse. Pendant que Knox accomplissait son exploit logistique, une autre révolution, intellectuelle celle-ci, secouait les colonies. En janvier 1776, un pamphlet anonyme de 47 pages a été publié à Philadelphie. Il était intitulé « Le sens commun ». Son auteur était Thomas Paine, un immigrant anglais récemment arrivé. Le sens commun était une bombe idéologique. Écrit dans un langage simple, direct et enflammé, accessible à tous, il a pulvérisé les derniers arguments en faveur d'une réconciliation avec la Grande-Bretagne. Paine a attaqué non seulement la politique du Parlement, mais aussi l'institution même de la monarchie et l'idée d'un roi héréditaire. Il a qualifié le roi George III de brute royale. Il a appelé à une rupture immédiate et totale avec l'Empire et à la création d'une république américaine indépendante. Le succès du sens commun a été fulgurant. Il s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, devenant le livre le plus lu en Amérique après la Bible. Il a été lu à haute voix dans les tavernes, dans les camps militaires et dans les foyers. Il a transformé le débat public. Avant Paine, l'idée d'indépendance était encore radicale, chuchotée par quelques-uns.
Après peine, elle est devenue une possibilité réelle et désirable pour des millions de personnes. Il a donné aux Américains les arguments et le courage de franchir le Rubicon mental qui les séparait de la Révolution. Il a transformé une révolte contre les impôts en une croisade pour la liberté et la création d'un asile pour l'humanité. Le pouvoir d'une idée, lorsqu'elle rencontre son moment, peut être plus puissant qu'une armée. Armé des canons de Knox et de la ferveur idéologique de Paine, Washington était prêt à agir. Il a conçu un plan aussi audacieux que celui de Knox. Dans la nuit du 4 mars, profitant d'un bombardement de diversion, il a fait occuper par ses troupes les hauteurs de Dorchester, une position stratégique qui dominait la ville de Boston et le port où la flotte britannique était ancrée. En une seule nuit, dans un exploit de travail herculéen, ces hommes ont transporté les canons de Ticonderoga au sommet des hauteurs et ont construit des fortifications. Au lever du soleil, le général britannique William Howe, qui avait remplacé Gage, s'est réveillé pour découvrir un cauchemar. L'armée rebelle était retranchée au-dessus de lui, ses canons pointés directement sur ses navires et ses troupes. Howe s'est retrouvé dans un piège. Sa position était intenable. Il pouvait soit tenter un nouvel assaut frontal qui aurait été encore plus sanglant que Bunker Hill, soit évacuer. Une tempête opportune l'a empêché de lancer une attaque immédiate, lui donnant le temps de reconsidérer. Confronté à la réalité, il a pris la seule décision sensée. Il a accepté d'évacuer Boston à condition que les Américains ne bombardent pas ses troupes pendant leur départ. Le 17 mars 1776, les derniers navires britanniques, transportant plus de 11 000 soldats et loyalistes, ont quitté le port de Boston. Après presque un an, le siège était terminé. C'était la première grande victoire stratégique de l'armée continentale, remportée sans une seule bataille rangée, grâce à l'audace, à la logistique et à l'ingéniosité. Boston, le berceau de la rébellion, était enfin libre. L'évacuation de Boston a été un triomphe immense pour la cause américaine et une humiliation profonde pour l'Empire britannique. Elle a prouvé que l'armée continentale, sous la direction de Washington, était une force avec laquelle il fallait compter. Elle a considérablement renforcé le moral des patriotes dans toutes les colonies. Mais Washington savait que la guerre était loin d'être terminée. Howe n'était pas rentré en Angleterre. Il avait mis le cap sur Halifax en Nouvelle-Écosse pour regrouper ses forces. Il reviendrait, et il reviendrait avec une armée beaucoup plus grande. Washington a deviné correctement que sa prochaine cible serait New York. La lutte pour la Nouvelle-Angleterre était terminée. La lutte pour le contrôle de l'ensemble du continent ne faisait que commencer. La victoire de Boston a cependant créé un élan politique irrésistible. Avec les troupes royales chassées de leurs terres, l'idée de se battre simplement pour les droits des Anglais semblait de plus en plus absurde. Le temps de la parole était revenu, mais cette fois, le sujet n'était plus la protestation, mais la naissance d'une nation. La victoire de Boston et la publication du Sens commun ont créé un changement sismique dans l'opinion publique et au sein du Congrès continental. Au printemps de 1776, l'élan en faveur de l'indépendance était devenu irrésistible. Une par une, les colonies ont commencé à autoriser leurs délégués à Philadelphie à voter pour la séparation. Le 7 juin, le délégué de Virginie, Richard Henry Lee, s'est levé et a présenté une résolution qui a fait trembler les murs de la salle. Elle déclarait simplement que ces colonies unies sont, et de droit doivent être, des États libres et indépendants. Le débat était officiellement ouvert. La décision la plus importante de l'histoire américaine devait être prise. Le débat sur la résolution de Lee a été intense. Même à ce stade avancé, certains délégués, notamment de Pennsylvanie, de New York et du Maryland, hésitaient. Ils craignaient le chaos d'une rupture complète, la puissance de l'Empire britannique et la perspective d'une guerre totale. Des hommes comme John Dickinson de Pennsylvanie ont plaidé avec éloquence pour la prudence et une dernière tentative de réconciliation. Mais les radicaux, menés par John Adams, ont insisté sur le fait que le temps des pétitions était révolu. Rester dans l'Empire, c'était accepter l'esclavage. L'indépendance n'était pas seulement souhaitable, elle était inévitable et nécessaire. Le Congrès a décidé de reporter le vote final de quelques semaines pour permettre aux colonies les plus réticentes de prendre leurs décisions. Mais en attendant, il a nommé un comité pour rédiger une déclaration qui justifierait cet acte capital aux yeux du monde.
Ce comité des 5 était composé de John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Roger Sherman et Robert Livingston. Adams, reconnaissant le talent d'écrivain de son jeune collègue de Virginie, a insisté pour que Thomas Jefferson en soit le principal rédacteur. Jefferson, un homme de 33 ans, timide en public mais brillant dans ses écrits, s'est retiré dans ses appartements et, en quelques jours, a produit une ébauche qui allait devenir l'un des textes les plus influents de l'histoire de l'humanité. Il ne cherchait pas à inventer de nouvelles idées. Son objectif, disait-il, était d'être une expression de l'esprit américain. Il s'est inspiré des philosophes des Lumières, en particulier de John Locke et de sa théorie des droits naturels, ainsi que de la Déclaration des droits de Virginie, rédigée par George Mason. Le document de Jefferson était divisé en 3 parties. La première était un préambule philosophique qui exposait une théorie radicale du gouvernement. Il affirmait que tous les hommes sont créés égaux et dotés de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Il soutenait que les gouvernements sont créés pour garantir ces droits et qu'ils tirent leur juste pouvoir du consentement des gouvernés. Et plus révolutionnaire encore, que lorsque qu'un gouvernement devient destructeur de ses fins, il est du droit du peuple de le modifier ou de l'abolir. La deuxième partie était une longue liste de griefs contre le roi George III, un acte d'accusation conçu pour prouver qu'il avait tenté d'établir une tyrannie absolue sur les colonies. La dernière partie était la conclusion logique, la déclaration formelle d'indépendance. Le 2 juillet 1776, le Congrès continental a repris le débat sur la résolution de Lee. 12 colonies ont voté en faveur de l'indépendance. New York s'est abstenu mais a donné son accord quelques jours plus tard. La décision était prise. John Adams a écrit à sa femme Abigail que ce jour serait la plus mémorable époque de l'histoire de l'Amérique. Le Congrès a ensuite passé les 2 jours suivants à débattre et à amender le texte de la déclaration de Jefferson. Ils ont fait quelques changements, supprimant notamment un passage passionné condamnant la traite des esclaves, un compromis douloureux pour apaiser la Caroline du Sud et la Géorgie. Le soir du 4 juillet, le texte final de la déclaration d'indépendance a été officiellement adopté. L'adoption de ce document a tout changé. Il a transformé une guerre civile au sein de l'Empire britannique en une guerre entre 2 nations distinctes. Il a transformé les rebelles en patriotes, les traîtres en pères fondateurs. Il a donné à la guerre une cause morale et idéologique bien plus élevée que la simple résistance aux impôts. Les soldats de Washington ne se battaient plus seulement pour leurs droits en tant qu'Anglais, mais pour la naissance d'une nouvelle république fondée sur les principes de liberté et d'égalité. La nouvelle de la déclaration a été accueillie par des célébrations dans toutes les colonies. On a sonné les cloches, tiré des coups de canon et abattu des statues du roi George. C'était un acte d'un courage immense. Les 56 hommes qui ont signé ce document n'accomplissaient pas un simple geste symbolique. Ils commettaient un acte de trahison. Ils mettaient en jeu leur vie, leur fortune et leur honneur sacré. L'histoire avait bouclé la boucle. Le chemin vers l'indépendance, commencé par un acte de désobéissance dans le port de Boston, avait atteint sa conclusion logique. La destruction de quelques centaines de caisses de thé, un acte de vandalisme politique, avait déclenché une réaction en chaîne qui avait conduit à la punition, à l'unité, à la guerre et finalement à la création d'une nation. Les participants à la Tea Party n'imaginaient probablement pas les conséquences de leurs gestes nocturnes. Mais en choisissant la confrontation plutôt que la soumission, ils ont posé la première pierre d'un édifice qu'ils n'auraient jamais pu concevoir. Ils ont prouvé que parfois, pour construire un nouveau monde, il faut d'abord être prêt à en détruire une petite partie de l'ancien. Les pères fondateurs, en défiant un empire, ont choisi la voie de la guerre et de l'incertitude au nom de leurs principes. Ils ont tout misé. Aujourd'hui, face à nos propres défis, leur choix nous interpelle. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important pour la prospérité d'une nation ? Un ordre garanti, même au prix de certaines libertés, ou une liberté risquée, qui peut mener au chaos ? Écrivez votre réponse dans les commentaires, votre opinion est très importante pour nous.